merci. On va directement, on ne fait pas de discussion parce qu'on n'a pas le temps, on le fera peut-être un peu tout à l'heure, car nous avons Laurent Frémont qui nous attend. Histoire et recommandation d'une mission ministérielle, droit de visite, droit à l'accueil, avec Alice Casagrande. Et donc je me tourne vers le technicien pour savoir s'ils sont là. Hello, la technique. Ah, génial. Alors voilà, nous avons nos deux compères, n'est-ce pas? Bonjour à tous. Qui commence le premier? Est-ce que c'est Laurent Frémont ou Alice Casagrande? C'est forcément Laurent Frémont. Bonjour à tous. Alors, voilà, pour une fois, comme c'est la dame qui l'a dit, on va le faire. D'accord? Bon, Laurent Frémont, on va obéir. alors enseignant à Sciences Po, fondateur du collectif Tenir ta main, auteur du rapport de la mission ministérielle, droit de visite et lien de confiance. On est tout à fait dans le sujet. Merci beaucoup d'intervenir. Bien, merci et bonjour à tous. Déjà, je voulais vous dire à quel point j'étais désolé, nous étions désolés de ne pas pouvoir être là avec vous. Et c'est d'autant plus paradoxal que notre mission a insisté sur l'importance des liens charnels, contrairement aux liens numériques et virtuels que la pandémie a pu malheureusement nous imposer. Je suis d'autant plus désolé que notre mission doit beaucoup à Roger Gilles, à son apport, sa culture immense et son expérience aussi quand il était, quand il était au cœur de la pandémie, à la tête de la cellule d'écoute et de dialogue éthique de l'espace régional de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. Mais donc, vraiment désolé. Nous en parler justement. Et donc moi, contrairement à la plupart de vos intervenants, rien ne m'a amené à m'intéresser à la question de la visite jusqu'en novembre 2020 où des protocoles absurdes m'ont privé des derniers instants de mon père qui a passé 3 semaines hospitalisé dans la solitude la plus totale avant d'être enterré là encore dans une forme de solitude absolue. Et donc c'est cette expérience qui m'a conduit à créer le collectif Tenir ta main en mars 2021, dont l'objectif était déjà de faire parler tous ceux qui subissaient ces restrictions de visite au moment de la pandémie. Donc on a récolté plus de 10 000 témoignages. Le deuxième objectif, c'était vraiment de leur donner la parole. Donc on a fait lire leurs témoignages par des grands acteurs, on a fait une chanson, on a fait des concerts. Et enfin, le dernier objectif, c'était vraiment de les accompagner dans cette épreuve et aussi de faire changer les choses d'un point de vue réglementaire et législatif. Et donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé pendant 2 ans, avec des résultats, mais aussi parfois des découragements et surtout une forme de passivité de la part de l'État. Et on est arrivé à un moment où le sujet est retombé et les traumatismes de la pandémie semblaient déjà s'éloigner. Et avec, pour moi, une forme de frustration, celle de ne pas avoir suffisamment rendu hommage à ceux qui étaient partis seuls et aussi à leurs proches qui en souffrent encore. Et aussi l'idée que nous n'étions pas allés jusqu'au bout de cet engagement et qu'il fallait encore faire évoluer la loi sur la question du droit de visite ou du droit de recevoir plutôt, aussi bien dans les établissements de santé que dans les établissements médico-sociaux. Et c'est là où ma route a croisé celle d'Alice Casagrande, qui était à l'époque au cabinet de Jean-Christophe Combe. Et je la laisse parler de cette période également. Est-ce que je peux savoir si vous êtes sociologue ou psychosociologue? Professeur de droit. Ah, prof de droit. Ah, mais très bien, merci. Oui, tout à fait. Parce que enseignant, je ne me demandais en quoi. Mais en tout cas, votre parcours, là, visiblement, pouvait prêter à beaucoup de voix. En tout cas, merci. Alice, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous connais très bien, vous savez, je vous lis. Je vous suis de loin. Donc, je vous écoute maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Merci de votre accueil et merci à Roger Gilles de cette sollicitation. Comme l'a dit Laurent, on est vraiment désolé d'être à distance.
Alors, pour ma part, je suis très heureuse d'intervenir devant vous. Les espaces éthiques et l'éthique d'une façon personnelle, c'est un peu mon histoire. En tout cas, c'est ma formation. Donc, je me sens un petit peu accueillie particulièrement dans cet après-midi. Et encore une fois, désolée de ne pas être présente. Je vais d'abord commencer par monsieur que je ne connais pas, être en désaccord avec vous sur Instagram. Des femmes violées et des collectifs de personnes qui ne peuvent pas voir leurs parents s'exprimer sur Instagram quand elles n'ont pas d'autre lieu pour s'exprimer. Par conséquent, si nous pouvons disqualifier les réseaux sociaux hâtivement pour ce qu'ils ne sont pas, pour les travestissements qu'ils facilitent, pour les erreurs et pour les distances, je me permets, monsieur, de vous dire d'emblée, merci de votre invitation, mais je ne suis pas d'accord avec vous du tout. Et ce préalable étant posé, je reviens à l'invitation de Laurent à dire ce qui m'a amené à être ici. J'étais donc conseillère en charge de la lutte contre les maltraitances au pied de Jean-Christophe, une création de poste. C'était une création un petit peu insolite parce que c'était la première fois qu'on créait un poste ainsi. D'habitude, les conseillers ministériels sont sur plusieurs missions. Ils remplissent plusieurs fonctions, ils travaillent dans plusieurs directions et en tout cas, ils travaillent pour du positif. Ils travaillent pour demain, ils travaillent pour l'insertion, l'inclusion, ils travaillent pour la citoyenneté, la fraternité, ils travaillent pour la qualité de vie au travail, pour l'attractivité des métiers. Vous savez, ces mots-clés parfaitement passionnants qui sont toujours rayonnants de l'espoir du positif. Et moi, j'ai demandé au ministre de nommer maltraitance par son nom. Je percevais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu escamoté à promettre d'emblée la suite alors qu'on était déjà dans une réalité sociale qui n'était pas admise et qui n'était pas traitée. Ça a été accepté par le ministre et il m'a demandé, et c'est un peu ce qu'on a construit ensemble, comme ça, en début de parcours. On n'avait pas d'administration centrale dédiée à ce sujet, pas de politique publique ni de stratégie lancée, pas de financement dédié. Il m'a demandé d'écouter d'abord. Et j'ai proposé, parce qu'après tout, j'avais l'expérience de la commission d'investigation des violences sexuelles sur mineurs dans l'Église catholique, la CIAS, la commission Sauvé, que peut-être certains connaissent. J'avais l'expérience des auditions des personnes. Donc, j'ai commencé à entendre toutes les personnes qui écrivaient au ministre, qui écrivaient des lettres au ministre. Vous savez, il y a toujours des gens qui écrivent au ministre et qui pensent que jamais le ministre va répondre. Bon, en fait, les ministres ont des équipes qui lisent ces lettres. Et traditionnellement, la méthode, c'est d'envoyer la lettre à l'administration en demandant une réponse, et souvent une réponse, bien sûr, travaillée, avec peut-être l'agence régionale de santé, le département, le maire, suivant la demande, une réponse en proximité, une réponse documentée. Dans les lettres qui étaient adressées au ministre, il y avait des souffrances incandescentes, pas soldées, pas résolues. Et j'ai commencé à accueillir ces personnes au cabinet. Il faut vous imaginer que les personnes qui arrivaient au ministère, parfois, elles m'expliquaient qu'elles prendraient une photo pour leurs parents disparus, qu'elles le faisaient à la mémoire de quelqu'un, et elles venaient déposer quelque chose, et très vite, j'ai dit au ministre, il y a quand même un nombre incroyable de personnes qui veulent vous voir pour vous parler de cette période, et pour vous parler de ce qui s'est passé pendant cette période où des parents ont disparu, des parents sont décédés sans avoir pu recevoir la présence personnelle, physique, parler, toucher, vécu, pleurer, chanter, bref, la vraie présence de leurs proches, de leurs bien-aimés. C'était des choses que je vivais personnellement avec émotion, parce que je suis comme ça, et le ministre m'a recruté comme ça, donc voilà. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, on ne peut pas écouter seulement, il y a quand même un côté qui dépasse les histoires individuelles, et vous devriez peut-être proposer quelque chose pour honorer ces personnes qui viennent vous voir et que j'écoute, et bien sûr avec qui je discute de la suite à donner à telle ou telle situation particulière. Il faut vous dire aussi, et ça en revient à mon interpellation, pardon si elle était trop vive, mais sur les réseaux sociaux, sachez que certains collectifs, et Laurent les connaît bien, étaient particulièrement actifs, et c'est cet espace devenu politique des réseaux sociaux qui nous interpellait aussi sur la gravité d'un certain nombre de choses qui s'étaient passées et qui ne pouvaient pas en rester là. Autrement dit, il y avait du tout près et il y avait du très réseau social dans tout ça, mais en tout cas, il y avait du politique. C'est à ce moment-là que j'ai proposé au ministre de solliciter Laurent Frémont pour avoir cette voix
avoir cette proposition, avoir cette mémoire, et aussi avoir ce côté, ouais, ok, le politique, mais moi, je ne suis pas à votre service. Et je repasse la parole à Laurent. Merci beaucoup, Alice. C'est vrai qu'on a pu bénéficier d'une grande liberté, aussi bien dans nos méthodes de travail que dans nos recommandations. Roger Gilles pourra en témoigner. Moi, ce qui m'a frappé avant tout, c'était de voir à quel point les souffrances n'étaient pas vraiment résolues, parce qu'il manque encore une parole officielle de reconnaissance de certains manquements des pouvoirs publics, de certains abus lors de la pandémie. Et aussi, j'ai été étonné de voir la rapidité avec laquelle les professionnels du secteur nous répondaient. On sentait que c'était vraiment resté un traumatisme collectif à tous les niveaux, même au niveau de l'administration, au niveau des directeurs, personnels soignants et non soignants. Et donc, on a, je pense, effleuré, parce que malheureusement, le temps nous était compté et nous ne disposions pas vraiment de moyens pour enquêter, mais on a effleuré un phénomène social que je trouve considérable. Et donc, c'était déjà une première victoire que de pouvoir donner la parole à ces gens-là. Et après, voilà, on s'est quand même attaché à suivre quelques règles, notamment le fait de ne pas mésestimer le côté urgent, le côté parfois maladroit des mesures qui ont été prises au début de la pandémie. Parce que voilà, on sait tous l'état de sidération dans lequel nous étions et nous n'avons pas voulu le sous-estimer. Et mais il faut quand même dire que pour nous, toutes ces remontées du terrain, tout ce que nous avons entendu, nous a permis de déceler des tendances beaucoup plus larges, qui nous intéressent particulièrement, je pense. Qui sont que si nos repères éthiques ont pu être balayés si facilement, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment ancrés au sein de notre conscience commune. Et je pense en particulier aux questions de la fin de vie. Si la fin de vie et les défunts ont été considérés avec si peu de dignité au moment de la pandémie, c'est bien parce que la finitude de notre condition s'est peu à peu effacée au sein de nos sociétés contemporaines. Et si les directions et des équipes ont choisi parfois de durcir des instructions gouvernementales, restreignant davantage les visites ou la présence des proches, c'est bien en raison d'une judiciarisation réelle ou non de leurs responsabilités qui finalement les enferme dans un carcan sécuritaire et une approche assez technique de leur profession. Et donc, en ce sens, la pandémie agit vraiment comme un révélateur de nos sujets tabous. Et c'est ce que nous avons tenté de démontrer, malgré les efforts qui ont été faits au cours des dernières décennies pour ouvrir les établissements aux proches. Il reste encore une révolution des mentalités à opérer pour que ce triangle thérapeutique entre les patients, les soignants, les patients ou résidents, les professionnels et les proches, que ce triangle thérapeutique puisse être sauvegardé, car il est indispensable au rétablissement, enfin à la santé des personnes, mais tout simplement aussi à leur vie. Alice ? Je crois qu'il me revient de parler du superficiel après Laurent qui a parlé du profond. Et par superficiel, j'entends finalement les suites et le destin politique de cette mission. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler d'un truc que personne ne connaît qui s'appelle la proposition de loi sur le bien vieillir. La proposition parlementaire de loi sur le bien vieillir qui vient d'aboutir et qui consacre le droit de visite dans la loi est un petit texte porté par des députés qui a été l'un des textes les plus difficilement portés de la mandature actuelle, parce que ce petit texte sur le bien vieillir porte simultanément des mesures fondamentales, comme celle qui consacre le droit de visite, ou certaines autres qui concernent, par exemple, la lutte contre la maltraitance, qui me tient à cœur, c'est pas un secret. Mais ce texte n'amène pas et ne propose pas d'amener la grande réforme, la grande loi, dite grande loi autonomie, promise encore, et jamais réalisée. Les derniers mots utilisés pour cette loi s'appelaient loi de programmation, promise par Aurore Bergé, alors ministre des Solidarités et des Familles.
et soutenu par la Première ministre, Elisabeth Borne. Je suis désolée de vous parler de politique. Je suis désolée de vous parler de politique, mais je dois dire qu'il a été particulièrement étrange de ma place de voir avec une immense joie la proposition de Laurent aboutir dans la loi, et pas lui personnellement, lui et toutes les personnes qui lui ont écrit, qui ont souffert, qui n'ont pas écrit, qui n'ont rien dit, qui sont étalés sur les réseaux sociaux, qui ont parlé à leurs voisins. Je vous parlerai d'un moment où j'ai discuté avec la gendarmerie nationale autour des maltraitances et qui m'ont dit à quel point eux, les gendarmes, pendant le confinement, avaient pu voir ces familles déchirées de ne pouvoir se voir et à quel point ils trouvaient qu'il y avait des séquelles sur les silences et sur la crédibilité de l'action publique, de l'action collective. Donc, ce texte, il n'est rien puisqu'il n'a pas d'argent. Et pourtant, il me semble qu'il n'est pas rien. Si je dois dire la vérité sur ce que Laurent en pense, à mon avis, il ne faut pas exagérer la portée de ce texte. Un texte, ça n'est pas des pratiques. Un texte, ça n'est pas les cœurs. Et pourtant, croyez-moi, on a été quelques-uns à beaucoup se battre pour que ce texte existe, à beaucoup dire qu'il avait sa place, qu'il avait son utilité. Quel étrange paradoxe que le texte n'ait pas été rejeté grâce aux voix du Rassemblement national. Quelle étrange et dure leçon politique que certaines des choses que nous combattons pour la démocratie doivent en passer par des votes, disons, avec des voix sur lesquelles nous aimerions pas toujours avoir à compter. Et je suis évidemment beaucoup trop longue. Les suites, c'est vous qui les ferez. Vous le savez très bien. Ce colloque, Roger Gilles, vous qui êtes en train de prendre des notes, contester, vous demandez ce que c'est que ce truc, pensez que c'est déjà trop long. Vous avez raison. C'est à vous que ça appartient. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un certain nombre d'entre nous, et en tout cas Laurent, c'est sûr, on sera là pour veiller qu'il ne soit pas lettre morte. Merci. Côté de vos apports, parce que justement cette loi sur le bien vieillir, nous en avons discuté récemment, il y a 15 jours, avec Jérôme Guèche qui est venu nous présenter un travail. Alors, je ne sais pas s'il vous a aidé ou pas, je ne veux pas rentrer là-dedans au niveau politique, bien sûr que si, mais au-delà de tout cela, j'entends très bien, et sachez que je n'ai rien contre les réseaux sociaux, parce que j'ai cru comprendre que vous croyez que je suis le premier à y être et à faire plein de choses dessus. Alors, je ne vous dirai pas lesquelles, d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que c'est un moment important, puisque autant Alice parle là du côté politique, mais le politique... Bien entendu qu'il faut aborder ce côté-là à un moment, parce que sinon, nous sommes dans l'inefficacité des discours. Et je suis très content que Roger Gilles, par rapport à tout ce qu'il nous a présenté, et si j'ai bien compris, vous l'a présenté également, de manière alimentée. Ce n'était pas que les bases, si j'ai bien compris, il y en avait plein d'autres. Si nous pouvons aboutir à des textes qui correspondent plus particulièrement à un travail démocratique, de démocratie directe de cette manière-là, parce que je crois qu'on peut qualifier le terme de démocratie directe. Je pense que c'est enfin pour moi ça m'apparaît être important par rapport, et ça a été dit auparavant avec l'intervenant, des choses qui, depuis 30 ans, ont été vues par Foucault, par Deleuze, par tout ça, et qui ont été dénoncées, pas précisément sur le fait, etc., mais de la manière dont nous nous comportions, la société. Et là, je pense que nous avançons beaucoup. En tout cas, Roger Gilles, vous avez sûrement là quelques remarques à faire, parce que vous y avez beaucoup... Vous avez consacré du temps, là, et on voit bien votre livre, comme on le disait ce matin, a couché un certain nombre, et le futur livre que vous allez faire justement sur ce colloque amène des témoignages encore, que je vous ai proposé à mettre justement dans les annexes.
comment vous situez un tout petit peu cela, cette entrée dans le politique qui m'apparaît totalement nécessaire, en tout cas. Oui, ce dont on peut se réjouir, c'est que les efforts de quelques-uns ou de quelques-unes permettent l'éveil des consciences politiques. C'est ça qui est important. Tout à l'heure, en parlant de la mission Visite, j'ai parlé d'Alice Casagrande comme de notre muse, parce que c'est vrai qu'elle a été l'inspiratrice et qu'elle était au-dessus de ce petit groupe strictement paritaire, n'est-ce pas, Laurent, où nous nous sommes rencontrés, et c'est vrai, en toute liberté. Elle était à une bonne place, si j'ai bien compris, oui, pour vous entendre. Oui, et elle vous a entendu, parce qu'attention, vous avez beaucoup de personnes qui sont à des bonnes places actuellement au ministère qui ne vous auraient peut-être pas totalement entendu. Ah, ça sans doute. Mais c'est pour cette raison qu'il faut profiter du moindre portillon qui est ouvert dans ce monde, ce monde immense de la politique qui a ses propres logiques. Moi, ma seule expérience a été celle du bureau de la conférence des doyens, et c'est vrai que j'ai éprouvé comment il fallait pouvoir pousser de petits portillons, mais qu'en même temps ça peut faire entrer un peu de lumière, voilà. Et ça, je crois que c'est tout à fait capital. Comme l'a dit Laurent à juste titre, nous avons eu une liberté de parole totale quand même j'ai cité un parlementaire qui avait pris violemment position pour les pompes funèbres en disant que les familles faisaient preuve de résilience. Laurent m'a dit non, mais moi je l'ai cité, et je dirais, voilà, il faut dire c'est dans le JO. On peut peut-être dire qui c'est, Roger. Oui, voilà. Voilà. Bon, oui, il est Rochelet, donc il faut pas. Il y a peut-être des. non, mais profitons-en, parce que il s'agit d'Olivier Falorni qui défend un droit de mourir dans la dignité, mais qui, au moment de la pandémie, était effectivement aux côtés du lobby des pompes funèbres pour interdire les toilettes mortuaires et les derniers adieux aux défunts. Voilà. Et c'est vrai qu'il a eu une position qui était stupéfiante. Bon, elle a été écrite, elle est dans le journal officiel, mais aller dire que les familles étaient résilientes montrait quand même une distanciation totale par rapport au pays réel, ce qui est quand même un peu inquiétant, puisque vous y étiez investi, Laurent, j'allais dire charnellement, puis nous aussi, par les témoignages que nous recevions au sein de la cellule d'écoute et de dialogue éthique, c'était pas possible. D'autre part, c'est vrai aussi que une démocratie adulte, me semble-t-il, doit être capable d'écouter des discours qui simplement ont pour objet de dire une république ne peut pas vouloir le malheur de ses enfants, quoi. Et donc, ce sont des discours qui restent dans la courtoisie. Il ne s'agit pas de douter des bonnes intentions, mais il faut dire avec force que les bonnes intentions ne suffisent pas à légitimer des actions morales, comme le pensait au XIIe siècle Abélard. Mais on ne peut plus dire ça. L'intention est très importante, mais on peut faire de grands malheurs avec de bonnes intentions. Et donc, je crois aussi ce que j'ai senti dans cette mission, grâce bien sûr au fil connecteur odologique, voilà, cette fois-ci je le dis, que constituait Alice, c'est que nous savions qu'il y avait un courroie de transmission, quoi, qu'au fond on ne parlait pas tout à fait dans le désert. Et ça aussi c'est un élément important. Mais évidemment, ça suppose, comme j'ai dit tout à l'heure, pour autre chose, un certain alignement des astres. À un moment donné, il faut le saisir, parce que nous savons que ces alignements sont toujours des alignements fugitifs. Mais il faut profiter pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour le dire avec sincérité. Et je crois que c'est ce qu'a permis ce rapport, quoi. J'ai une question à poser en toute sincérité. Le Comité national d'éthique a fait un avis pendant la Covid où justement qu'il demandait de telles cellules de manière à aider les soignants. C'est ça, oui. La question c'est, la cellule que vous avez composée,
Je suis tout le temps dans une volonté d'espérance, hein, si vous voulez bien. Donc, est-ce qu'en définitive, c'est ce qui a été un peu le primum movens, même s'il y a eu par ailleurs les patients qui se sont exprimés ou les réseaux sociaux, comme ça a été dit tout à l'heure? Quel a été le rôle et éventuellement, est-ce que les deux démarches, comment elles se sont en fait intégrées l'une l'autre? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la mission conduite par Laurent Frémont, c'est que nous vivons dans un pays qui fonctionne beaucoup encore en tuyaux d'orgue. Mais comme l'orgue sait jouer des morceaux de manière coordonnée, nous ne savons pas encore le faire. Ce sont des espèces de tuyaux qui... Je me souviens, Laurent, à une audition où quelqu'un d'une grosse association nous a dit qu'ils n'avaient pas entendu parler des espaces éthiques, qui ne connaissaient pas l'existence d'espaces éthiques. Donc nous qui croyons exister, déjà ça vous renvoie à votre propre inexistence, quoi. Bon. D'autre part, le CCNE, effectivement, a permis la création de cellules de soutien éthique. Celles-là se sont créées dans toute la France et elles ont produit des avis qui ont fait un thésaurus national. Ce thésaurus national a été empilé par la DHES, quoi. Mais son partage reste encore problématique parce que je pense que peu d'entre vous dans cette salle l'ont sans doute consulté. Et tous les avis des cellules de soutien sont là, ce sont des cas concrets où on peut lire des choses. Et la crise a été telle que dans quelques régions ont été créées la cellule d'écoute et de dialogue éthique qui, elle, recevait les familles et permettait des rencontres entre les familles et les directions d'EHPAD et les équipes d'EHPAD, voilà. Donc effectivement, c'était une architecture complexe et je pense que la mission a été très révélatrice parce que, évidemment, elle a permis d'oxygéner tout cet ensemble et d'espérer peut-être que les souffrances soient mieux connues. Alors, y aura-t-il une journée mémorielle? Nous ne le savons pas, mais enfin, c'est un peu ce qui s'imposerait comme acte de reconnaissance qui aurait un retentissement et qui permettrait peut-être de mettre un peu de baume dans le cœur de celles et ceux qui ont beaucoup souffert. Est-ce que c'est un stade que vous attendriez tous les deux, Alice et Laurent, qu'il y ait une journée mémorielle, ou comment vous voyez le futur par rapport à votre travail? On a assisté à des commémorations dans tous les pays occidentaux, sauf en France. Des commémorations qui pouvaient prendre la forme d'une journée d'hommage, d'un monument ou de toute forme d'initiative, des collectivités locales d'ailleurs comme des États. Et c'est vrai que la France, pour l'instant, souffre d'un manque de reconnaissance des manquements éthiques de cette période. Je crains malheureusement qu'il ne faille attendre la fin de ce quinquennat pour voir quelle démarche aboutir. Mais je dois dire que les associations, d'ailleurs, qui montrent la vitalité de la société civile, qui s'est révélée à ce moment-là, les associations de victimes et de proches sont vraiment en attente d'une reconnaissance officielle. Et qui pourrait d'ailleurs prendre tout simplement la forme d'un discours. Enfin, c'est juste quelques mots de reconnaissance pour éviter ce sentiment de mépris qui peut subsister. Alice et Laurent, je suppose que les soignants et les personnels hospitaliers qui ont été amenés à être les jouets, en définitive, des mesures, on ne sait pas comment les appliquer parce qu'en fait elles ont été prises fermement alors qu'elles n'avaient aucun pouvoir juridique même, d'après ce que nous disait Roger tout à l'heure. Elles ont même été amplifiées. Il est évident actuellement que ces professionnels pensent et voient à la fois vos travaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une journée mémorielle ou quelque chose d'autre qui s'y apparenterait pourrait diminuer le problème qui se pose à l'intérieur de l'hôpital et de certains EHPAD, qui est justement le problème psychologique conséquentiel? Qu'en pensez-vous?
Monsieur, je pense qu'on n'a pas attendu le politique dans le hashtag MeToo. Et je pense que le politique bouge quand on bouge. Le politique a ceci de merveilleux qu'il est sensible, peut-être pas à ce que l'on voudrait et quand on voudrait, mais il n'est pas sourd. Parfois, on le juge sourd. Peut-être on pense qu'il a des mauvaises priorités. Je pense que d'une part, comme vous l'avez dit très justement, monsieur, c'est pas que les personnels soignants, c'est les personnels soignants, c'est les familles, c'est les professionnels, c'est les gendarmes, je vous l'ai dit, qui m'en ont parlé, c'est les personnes qui étaient chez elles, c'est leurs amis, bref, c'est nous tous en réalité. Et je pense aussi que ce mouvement dont a parlé Laurent de la société civile est un mouvement qui est profondément créateur, il est désordonné, il est divisé, il est chaotique, il est irrégulier, mais il est profondément utile et attendu. Ce que je peux vous dire, c'est que Laurent, quand je l'ai rencontré, était un politique, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de collectifs qui étaient sur les réseaux sociaux, qui étaient beaucoup moins politiques que lui, des collectifs de familles, de personnes, d'amis, etc., qui se sont quand même constitués en force politique, disons, beaucoup plus construite, et qui, à la fin de nos échanges, lors de ce passage en cabinet, m'ont écrit en disant « nous allons voir tel député, nous allons voir tel maire, nous allons voir, etc. » Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir que ce hashtag MeToo de la présence était déjà en train de se structurer et de s'instituer. Le devoir mémoriel ne viendra de personne, si ce n'est de vous et de nous. En fait, vous êtes en mouvement. Tout simplement. Et on attend beaucoup de vous, et vous avez des forces, vous savez lesquelles. Je pense que le CCNE risquerait de vous suivre, je suppose. Il faudrait voir peut-être des éléments en plus de ceux que vous notez là. En tout cas, peut-être que les espaces régionaux, il y aurait peut-être une discussion à avoir au niveau de la réunion des espaces régionaux. En tout cas, moi je tiens à vous remercier au nom de ce colloque, puisque j'apparais comme étant le président, donc c'est à ce niveau-là que je le fais. Mais Roger, bravo pour ce programme et surtout sur ce que vous avez apporté. Et si vous voulez, on va peut-être passer à la... parce que sinon, on va terminer en pleine nuit. Merci beaucoup, Alice. En tout cas, bravo. Merci, Laurent. Merci, Roger. Merci à tous.